Mesdames et messieurs, c'est pour nous un très grand honneur de recevoir ici à la SNHF M. Bernard Chevassus-Sault-Louis, très grande personnalité du monde de la biologie et de l'écologie. Vos travaux sont internationalement connus. Votre œuvre scientifique est considérable depuis vos travaux de recherche à l'INRA dans le domaine de l'hydrobiologie et de la faune sauvage, puis dans le domaine de la transgénèse. Vous vous êtes intéressé à l'évaluation environnementale et à la gestion du risque dans le domaine environnemental, mais également alimentaire. C'est d'actualité. Vous siégez dans de nombreux conseils scientifiques et avez produit des rapports pour le gouvernement, en vous intéressant notamment aux services écosystémiques, d'abord en 2008-2009, en présidant un groupe de travail sur l'économie de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, puis après, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, pour préfigurer l'Agence nationale de la biodiversité. Il faudrait un temps considérable pour retracer votre parcours et présenter vos travaux. Je m'en tiendrai ici à évoquer un fil conducteur qui me semble avoir constamment guidé vos actions, et ce, autour de la relation entre science et citoyens. Citant pour l'illustrer le rapport Socialiser l'innovation dans le cadre de l'opération Futuris, Futur, Recherche, Innovation, Société, puis la présidence de l'association Humanité et Biodiversité que vous assumez depuis 2015. Dans ce cadre associatif, vous placez la biodiversité au cœur de nos sociétés, portant l'idée que, et là je me suis autorisé à reprendre la formulation sur votre site, portant l'idée que chacun peut et doit contribuer à préserver et ménager la biodiversité, mais aussi que chacun doit pouvoir bénéficier des biens et services qu'elle nous procure. Et c'est précisément de cela que vous êtes venu nous parler aujourd'hui ici à la SNHF, qui, je le redis, est très heureuse de vous accueillir. Je tiens à remercier Madame Yvette Daté, présidente de notre conseil scientifique, qui est à l'origine de ce projet, qui se concrétise donc aujourd'hui. Au moment où la SNHF s'interroge et va s'engager, elle s'interroge sur son rôle à jouer, sur les cibles à privilégier pour inscrire le développement de l'horticulture dans les enjeux actuels et sur les actions ramenées pour être véritablement au service de la société contemporaine, en proie à de profonds dérèglements face auxquels le végétal apparaît comme un élément fondamental, votre intervention prend un sens particulièrement profond. Et je tiens donc, monsieur, au nom de toutes et tous, à vous remercier chaleureusement. Je ne serai pas plus long, il nous tarde de vous écouter et d'échanger ensuite avec vous. Donc merci encore, et puis bonne conférence à toutes et à tous. Merci, monsieur. Tu es là au titre de l'association Humanité Biodiversité et je vous invite tous à aller voir sur ce site si vous ne le connaissez pas encore. Il y a beaucoup de points de vue intéressants et de points de vue qui sont des points de vue consensuels. Vous pouvez aussi adhérer. Je pense que ce serait très bien. Moi-même, j'adhère depuis plusieurs années. Je ne vais pas retracer ta carrière parce qu'elle est vraiment prestigieuse. Et je ne voudrais pas te faire rougir, mais merci de nous consacrer du temps, parce que vraiment, je sais que ton temps est très, très précieux, et nous sommes très touchés que tu sois là avec nous aujourd'hui. Voilà, je te donne la parole. Si tu veux que quelqu'un passe les diapos, ou tu peux le faire de... Ah, d'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Merci, Monsieur le Président. Merci, Yvette, de ces mots aimables. Contrairement à ce que dit le Président, vous voyez, je ne suis pas bien grand. Sans le dire, vous devez être nombreux dans cette salle à penser que vous seriez mieux dans votre jardin à un moment où les herbes folles poussent, où la terre se dessèche et où vous aimeriez rêver un peu à tout ce qui va se passer de bien si tout va bien dans votre jardin
et que vous pourrez faire de belles récoltes, de beaux conserves et autres. Donc j'ai la lourde tâche de ne pas vous faire regretter d'être resté là cet après-midi. Et donc, en discutant avec Yvette, je me suis dit que j'allais vous proposer, non pas un exposé sur la biodiversité, mais ce que j'appellerais un exposé au second degré, c'est-à-dire comment peut-on essayer d'intéresser les gens à ces questions. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que, même si dans ma carrière de chercheur en tant que généticien, j'avais souvent parlé de diversité, la première fois où j'ai essayé de faire une conférence pour expliquer quel était ce mot nouveau, la biodiversité, c'était il y aura l'an prochain 20 ans au Muséum d'histoire naturelle, à l'instigation de quelqu'un qui m'avait dit qu'il faudrait quand même qu'on fasse des conférences publiques sur ce sujet. Et alors, au cours de ces 20 ans, effectivement, j'en ai fait beaucoup, je ne les ai pas comptés. Et puis, je me suis dit qu'à travers cette expérience très, très empirique, je ne suis pas un théoricien de la communication, ça pouvait être intéressant de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui n'intéresse pas. Et c'est cet itinéraire que je me propose de faire avec vous, en ayant quand même en tête ce film que vous avez peut-être vu, qui s'appelait « Itinéraire d'un enfant gâté ». Ça vous dit quelque chose, ce film, oui? Parce qu'effectivement, je m'estime être un enfant gâté de la biologie. J'ai eu la chance, au cours de mes études et de ma carrière, de visiter des tas de biologie, la biologie de l'instant et de l'urgence, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, la biologie des millions d'années au Muséum d'histoire naturelle, la biologie des écologues, celle des agronomes et autres. Et donc, effectivement, c'est une chance d'avoir fait ce voyage. Et donc, c'est pour ça que j'ai plaisir, et je vous remercie de cette invitation, pour essayer de vous faire partager quelques éléments de cette expérience et de cet itinéraire. Alors, dans une première partie rapide, j'essaierai de résumer pourquoi c'est difficile de parler de la biodiversité. Et puis ensuite, de manière plus longue, je vous présenterai comment on peut en parler et qu'est-ce qui me semble intéressant de retenir. Alors, pourquoi c'est difficile de parler de la biodiversité? Eh bien, j'ai identifié 5 parmi d'autres, mais 5 difficultés. La première, c'est que nous sommes des grosses bêtes, hein, les humains, et si on regarde la taille de tous les êtres vivants animaux, eh bien, nous sommes tout à fait une exception, hein, dans la taille moyenne. Autrement dit, que l'essentiel des êtres vivants, c'est des petites choses, c'est des invertébrés et c'est des unicellulaires, et même le bas de la pyramide, mais le bas au sens, la partie la plus importante en termes de biomasse et de diversité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, premier défi. Le deuxième défi, c'est que nous sommes dans une société constituée d'individus, on parle souvent de l'individualisme, c'est-à-dire on se représente un collectif en tant que collectif d'individus. Et le deuxième message qui est difficile à faire passer, c'est que la plupart de ces individus qui, à un instant donné, constituent la biodiversité, sont des manifestations extrêmement éphémères, et que, effectivement, l'important dans la biodiversité, c'est tous ces réseaux qui les relient entre eux, qui les relient à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est l'écologie, c'est tous les liens qu'il y a entre les êtres vivants dans un milieu donné. Et puis, dans le temps, c'est l'évolution, c'est le fait, effectivement, que, contrairement à un mot que j'essaye de dénoncer sans cesse en biologie, les êtres vivants ne se reproduisent pas, ils se renouvellent. Hein, et ça, c'est effectivement ce message que oublier les avatars que sont les individus à un moment donné et penser que l'important, c'est toutes ces flèches qui les relient dans le temps et dans l'espace. Troisième difficulté, c'est que ce réseau de liens, c'est un réseau qui évolue, qui est un réseau dynamique, et que donc, effectivement,
il ne faut pas considérer qu'il faut le préserver en tant que tel. Ce qu'il faut préserver, c'est justement ses capacités d'évolution. Et on est amené à dire à la fois que certaines perturbations posent problème pour la biodiversité, les problèmes de déforestation, les problèmes de pollution, mais en même temps de dire que d'autres perturbations, que ce soit les crues, les incendies de forêt, les chablis, les tempêtes, et même le pâturage des vaches pour maintenir la biodiversité des estives, sont des perturbations qui, au contraire, sont plutôt bénéfiques par rapport à la biodiversité. Donc on a une ambiguïté éventuelle du langage. Quatrième difficulté, on passe son temps à jongler avec des échelles de temps et d'espace extrêmement diversifiées. C'est-à-dire qu'on parle parfois de l'érosion de la biodiversité et on parle de phénomènes qui se déroulent sur des millions d'années avec les grandes extinctions, et ensuite on présente des courbes qui se déroulent sur quelques dizaines d'années, et donc la question de dire mais de quelle extinction vous parlez dans cette échelle de temps. Vous voyez qu'on jongle quand même avec des échelles très différentes, et on jongle aussi avec des échelles d'espace, c'est-à-dire qu'on parle tantôt des grands écosystèmes, la forêt amazonienne, etc., les océans, puis parfois on est amené à dire, mais vous savez, la petite mare du coin dans le champ, la manière dont vous allez la gérer a des effets sur la biodiversité. Donc on est amené à promener l'auditeur sur des échelles de temps et d'espace qui sont extrêmement diversifiées. Et puis, le dernier et non le moindre, c'est effectivement de trouver le bon réglage autour de la question que la situation est grave, mais on peut y faire quelque chose, donc, mais que c'est quand même grave. Je vous donne deux exemples. Un exemple sur l'histoire du lac Léman et de sa pollution par le phosphore, qui montre justement que quand on met les moyens, eh bien, on peut retrouver, au bout de quelques dizaines d'années, un niveau de qualité des eaux, c'est la bande en bleu-vert, qui était celle d'avant, effectivement, les pics de pollution par le phosphore, avec retour d'un certain nombre d'espèces qui étaient caractéristiques de ces lacs glaciaires. Mais d'un autre côté, on est à me dire, mais vous savez, parfois, les écosystèmes vont basculer de manière irréversible. C'est le cas notamment des pêcheries, avec l'envahissement de certaines pêcheries par des méduses. Et là, on sait qu'on ne sait pas faire revenir l'écosystème à l'envers. Et où c'est le cas, effectivement, des ravageurs qui se développent dans les forêts et dans lesquels le réchauffement climatique fait des effets, effectivement, d'autocatalyse qu'on ne sait pas maîtriser. Donc ça veut dire que, vous voyez, on est amené à dire des choses qui, parfois, eh bien, laissent l'auditeur un peu perplexe pour savoir qu'est-ce qu'il faut en penser ou pas. Donc voilà, donc c'était un peu rapidement quelques défis pédagogiques. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment donner envie et comment intéresser à la biodiversité. Alors pour, disons, vous prendre un plan complètement stupide, mais qui a l'avantage de permettre de voir où est-ce qu'on en est et quand est-ce que ça va se terminer, eh bien j'ai choisi de faire un plan qui utilise les 7 jours de la semaine, hein, et donc de vous décrire 7 manières d'essayer d'intéresser à la biodiversité. Et donc, ne cherchez pas une correspondance entre le nom des jours de la semaine et ce dont je parle, hein, il n'y a aucun rapport, c'est juste pour s'y retrouver dans notre calendrier. Et donc, on va commencer, à tout seigneur, tout honneur, par le discours scientifique. Hein. Le discours scientifique, eh bien, on va effectivement expliquer aux gens qu'on est capable, alors d'abord, tout de suite la question c'est comment vous faites, mais on est capable de dire le nombre d'espèces qu'on ne connaît pas, et donc de dire, vous savez, on ne connaît qu'à peine 15 ou 20% des espèces vivantes. Hein. On va leur montrer effectivement des graphiques avec effectivement des évolutions à la baisse des oiseaux, des papillons, etc. Mais il faut se rendre compte que même s'il y a peut-être beaucoup de scientifiques dans la salle, on va leur montrer effectivement des... Pour beaucoup de gens, ces graphiques sont des idéogrammes. C'est-à-dire qu'entre un graphique en XY dans lequel souvent les scientifiques ne prennent pas le temps de dire qu'est-ce qu'il y a en abscisse et qu'est-ce qu'il y a en ordonnée, et qu'est-ce que ça représente les courbes, ben c'est à peu près la même signification de ce que vous avez en bas dans des langues étrangères. Autrement dit, et puis alors a fortiori quand on présente des diagrammes de fonctionnement des écosystèmes et qu'on les présente trop rapidement, eh bien on peut dire que ce discours scientifique, il ne faut pas
sous-estimer le degré de connaissance du discours scientifique qu'ont les Français moyens. Autrement dit, le discours scientifique est un discours hyper concentré et hyper codé pour permettre de communiquer entre scientifiques, et il ne faut pas sous-estimer effectivement cette difficulté de faire passer ces messages. L'autre problème du discours scientifique, c'est que le but n'est pas tant d'intéresser les gens à la biodiversité, mais, en particulier dans une association comme la mienne, de leur donner finalement envie d'agir et de faire des actions concrètes dans ce domaine. Or, on voit bien que le discours scientifique est assez efficace sur la première étape, c'est-à-dire informer les gens de qu'est-ce que c'est que la biodiversité, mais que l'étape suivante, c'est-à-dire est-ce que informer suffit à donner envie d'agir, n'est pas évident, et que les sociologues disent de plus en plus que dans nos sociétés modernes, on commence par se mobiliser et éventuellement on s'informe ensuite. Autrement dit, on commence par dire « oui, ça vraiment, ça m'interpelle et je veux agir », et éventuellement on demande à comprendre sur quoi on veut agir, alors qu'effectivement ce discours scientifique, eh bien, il est bien sur la première étape, mais il pose un peu problème sur la suite. Deuxième registre, eh bien, c'est celui des artistes, hein, c'est celui de l'art. Et il faut rappeler quand même que les fondateurs, dans beaucoup d'endroits, et en particulier en France, des politiques de protection de la nature, étaient des artistes. Hein. C'est la fameuse série de la forêt de Fontainebleau, donc avec les peintres de Barbizon, qui ont demandé le classement de ces paysages qu'ils peignaient, pour justement, pour des raisons qu'ils considéraient comme esthétiques, parce qu'ils trouvaient que c'était très beau et qu'il fallait les protéger. Et ce regard artistique, en fait, il n'a pas commencé avec les peintres de Barbizon. Hein. Je pense qu'effectivement, lorsque les peintres des gravures rupestres faisaient ces choses-là, ils avaient envie de faire partager une émotion, une sensibilité, et donc que ce discours de la biodiversité, c'est quelque chose de sensible et qu'on a envie effectivement de conserver parce qu'on trouve que c'est beau, ben, je crois qu'il faut effectivement lui faire appel. Un exemple qui est archi connu, effectivement, c'est la Sainte-Baume, hein, avec effectivement cette peinture qui fait qu'aujourd'hui, lorsque on voit le massif forestier qui inexorablement a tendance à gravir les pentes de la Sainte-Baume, eh bien les gens disent ben, il faut limiter son extension pour conserver la manière dont elle était représentée au XIXe. Autrement dit, première difficulté du regard artistique, c'est que ça peut être un regard qui fige d'une certaine manière les situations dans un état qui effectivement est considéré comme souhaitable, mais n'est pas forcément optimum en termes de biodiversité. Et puis l'autre point, c'est que ce regard artistique, eh bien, il évolue fortement. Autrement dit que si on regarde notre ami Buffon décrire des espaces naturels au XVIIIe siècle, il les décrit d'une manière extrêmement négative. Hein. Voyez ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé, hein, couvertes ou plutôt hérissées de bois épais et noirs, hein, et dans lequel il donne, je ne vous lis pas tout le texte, mais une vision effectivement extrêmement négative de la nature dans laquelle l'homme n'est pas intervenu. Et le modèle classique hein, du XVIIe, eh bien, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, c'est la nature mise en ordre, c'est-à-dire le monarque donne à voir la manière dont la nature doit être. Et donc, effectivement, cette vision, j'étais il y a 15 jours dans une école avec des gamins de 6e dans lequel je représentais les deux photos, eh bien, beaucoup d'enfants disent qu'ils préfèrent ça parce que c'est propre. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, ce regard de l'esthétique, il a des limites. Et puis, dernière limite de ce regard, alors, avant-dernière, eh ben, on voit bien que pour certaines espèces, ça ne va pas marcher. Hein, donc, je vous passe les détails de ces choses sur lesquelles tout de suite les gens disent « poids », bon, hein, donc je passe. Mais je voudrais insister par contre sur un autre point, qui est ce tableau de Seurat,
qui peint les baigneurs dans la Seine, pas loin d'Argenteuil, du côté d'Asnières. Et vous voyez au fond qu'il y a des belles cheminées qui fument, c'est-à-dire que Seurat peint effectivement ces cheminées comme un paysage qui lui semble intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques ont pu rétro-calculer quelle était la qualité des eaux dans lesquelles se baignaient ces braves gens. Et on sait aujourd'hui que ça serait totalement interdit à la baignade. Autrement dit qu'effectivement, on peut magnifier certains paysages dont, hélas, effectivement, on sait aujourd'hui que du point de vue biodiversité, c'est pas idéal. Troisième approche, qui est toujours un peu sur ce registre un peu sensible, c'est effectivement de faire appel aux différents registres de perception, c'est-à-dire de dire finalement il faut donner la biodiversité à sentir dans tous les sens du terme. Donc d'abord effectivement à travers la gastronomie et les produits dont on peut bénéficier. Ça a un avantage, c'est qu'en déroulant la longue histoire de la gastronomie, ça permet de pénétrer dans ce monde de l'invisible. Autrement dit, d'expliquer ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'effectivement, l'essentiel des produits qui ont des saveurs qu'on apprécie particulièrement sont issus de l'action de micro-organismes et que donc, effectivement, les produits bruts, si on n'avait pas, de manière extrêmement empirique, domestiqué ces micro-organismes dont on a découvert l'existence que tardivement, eh bien on n'aurait pas ces produits, même si au départ, la préoccupation était au moins autant de pouvoir conserver ces produits que de leur donner des goûts agréables, mais la réalité, c'est que ça a donné les deux, et donc on peut effectivement dérouler cette histoire de l'alimentation et des goûts à travers cette partie de ce que j'ai appelé la partie invisible de la pyramide. Autre intérêt de donner à voir et à sentir, c'est d'expliquer aux gens que les écosystèmes, ce n'est pas des grands trucs. Autrement dit, l'écosystème n'est pas une réalité, c'est une manière d'analyser à un endroit donné tous les individus qui vivent à cet endroit et les relations qu'ils ont entre eux. Et donc le fait de dire à des gamins ou même à des gens plus grands, on va soulever une bouse de vache, vous allez voir, il y a un écosystème en dessous, où on va gratouiller la litière dans une forêt et on va regarder l'écosystème qui est en dessous, etc., etc. Eh bien, le fait de redonner, de touiller là-dedans et puis de toucher, de sortir les vers de terre, etc., ça redonne effectivement une vision très, très sensible et très concrète de qu'est-ce que c'est que cette diversité et pourquoi, effectivement, quand on soulève une bouse de vache, eh bien, on va trouver des bêtes qu'on ne trouve pas à côté. Et donc, ça permet de faire cette approche. Puis ensuite, il y a les oreilles. Et effectivement, on peut expliquer aux gens, et il y a des matériels modernes qui, par exemple, permettent d'écouter les chauves-souris, c'est-à-dire de faire baisser la fréquence pour permettre d'écouter leur son. Et donc, tout ce qu'on appelle l'écho-acoustique, ou ce qu'on a appelé les paysages sonores, et là, il y a des chercheurs qui maintenant ont montré à quel point les paysages sonores se sont appauvris au fil du temps, eh bien, je pense qu'à travers ce sens de l'oreille, on peut aussi sensibiliser, et j'utilise beaucoup cette image, qui est effectivement qu'aujourd'hui, on a redécouvert qu'on pouvait faire des enceintes acoustiques absolument extraordinaires, en utilisant effectivement des panneaux de bois qui sont des bois de résonance, qu'on va chercher effectivement dans certaines essences de bois qui ont poussé dans des climats très froids, comme dans les forêts jurassiennes, et parce que effectivement les cernes sont très minces, et c'est des bois qui effectivement résonnent remarquablement bien. Et ça permet effectivement d'introduire cette idée, au moins pour ceux qui aiment la musique, que pourquoi encore aujourd'hui on recherche à prix d'or des instruments du XVIIIe siècle, Stradivarius et compagnie, c'est justement parce que, même si les luthiers de cette époque étaient bons, ils avaient accès à des bois de la petite période glaciaire, c'est-à-dire à des bois qui avaient poussé extrêmement lentement et qui, de ce fait, avaient des propriétés acoustiques extraordinaires. Et donc, ça permet de sensibiliser effectivement à cette idée que ces ressources de la biodiversité, eh bien, parfois, elles viennent de très longtemps, et qu'on les perd parfois sans s'en rendre compte à travers effectivement cette image de l'acoustique et donc de cette approche assez sensorielle.
On va passer maintenant à un domaine très différent qui est d'essayer de dire, vous savez, la biodiversité, c'est important parce que ça sert à quelque chose. Autrement dit, il y a là-dedans des tas de ressources qu'on est content de trouver, et avec ce message sous-jacent qu'il s'écoule parfois un temps très long entre le moment où ces ressources sont formées et le moment où on en trouve l'intérêt. Alors l'image que j'ai beaucoup utilisée au cours de ces 2 ans, parce qu'elle est très parlante, hein, c'est qu'est-ce que c'est que la PCR et qu'est-ce qu'on a fait de l'écouvillon très désagréable qu'on vous a introduit dans le nez pour vous faire un test PCR. Et alors, bon, le fait de dire que ça veut dire polymérase chain reaction, ça ne veut rien dire pour les gens, mais on leur dit, mais quel rapport il y a entre ça et les sources chaudes du parc de Yellowstone? Et eh bien, la réponse, c'est qu'effectivement, il y a un biologiste américain, il y a plus de 60 ans maintenant, qui s'était posé la question sans aucun intérêt, mais est-ce qu'il y a encore des êtres vivants dans des sources chaudes très minéralisées à 70 degrés? Il a trouvé effectivement ces bactéries, des bactéries qui non seulement vivaient, mais se reproduisaient, donc multipliaient leur ADN, donc il y avait des enzymes capables de multiplier l'ADN à haute température. Et les machines à PCR, eh bien, qui permettent effectivement, à partir de quelques virus qu'on aura trouvés dans le nez, et même aujourd'hui à partir d'une seule cellule, de dire de quoi il s'agit, eh bien, c'est une utilisation lointaine du fait qu'un biologiste s'est intéressé à ces petites bactéries thermophiles qu'on trouvait dans ces sources. Un autre exemple que j'aime bien, il doit y avoir des Bretons dans la salle, dans toute salle il y a toujours un Breton, c'est une règle statistique, hein, c'est, alors quel est le Breton dans la salle? Ah ben voilà, bon. Donc vous connaissez donc à marée basse ces petits entonnoirs avec ces petits tortillons, hein, et donc quand on gratouille le sable pour aller pêcher le maquereau, on les sort, et on sort cet arénicole, donc ce ver de vase, qui est bien rouge et qui a même des excroissances particulièrement rouges sur le corps. Et alors un biologiste de Roscoff s'est dit, finalement à marée basse, cette petite bête, qui se retrouve enfermée dans le sable avec un peu d'eau résiduelle, comment elle fait pour survivre et comment elle fait pour respirer? Et donc il s'est intéressé au sang de l'arénicole, donc c'est un biologiste de la station de Roscoff, et il s'est rendu compte que ce sang de l'arénicole, eh bien, avait une capacité de transport d'oxygène 50 fois plus importante que notre sang. Et comme c'est un sang qui n'a pas de globules, eh bien, c'est un sang universel, il n'y a pas de groupe sanguin, ce qui veut dire qu'on peut l'administrer à tout le monde. Et l'idée qu'il a eue, c'est de l'utiliser pour perfuser les organes avant greffe. C'est-à-dire, vous savez, quand on prend un organe, eh bien, il peut se nécroser rapidement si on ne le perfuse pas avec une solution qui l'oxygène. Et donc, il s'est dit, finalement, si on gardait des organes avec cette perfusion, on pourrait prolonger la durée de vie, et il est en train de développer cette idée. Donc, vous voyez là aussi, ce ver de vase archi connu des Bretons, et en particulier des pêcheurs, eh bien, n'avait pas tout dit. Et le dernier exemple que je donnerai pour parler du jardinage, c'est effectivement quel rapport y a-t-il entre une carotte et les écrans à cristaux liquides, hein. La carotte, on connaît bien depuis très longtemps, mais ce qu'on connaît moins, c'est que ces premiers écrans à cristaux liquides dans lesquels on voyait des chiffres qui s'allumaient ou qui s'éteignaient, eh bien, c'est parce qu'un biochimiste, effectivement, à la fin du 19e, avait extrait de la carotte des cristaux, et il avait constaté que quand il les chauffait, ils changeaient de couleur. Donc ça a été le début de l'aventure des cristaux liquides, ce qui veut dire que sur un écran à cristaux liquides, eh bien, il ne faut pas croire que les chiffres se forment à partir de rien. En fait, ils sont sous-jacents, mais vous ne les voyez pas. Et c'est quand on chauffe un petit peu qu'effectivement, vous les voyez apparaître. Et donc, vous voyez que notre bonne vieille carotte, eh bien, en fait, révélait aussi des trésors de savoir-faire auxquels on a pensé tardivement. Et puis, autre aspect de cette utilité de la biodiversité que j'aime bien évoquer, c'est le rôle sentinelle, c'est-à-dire le fait que ces êtres vivants, parfois, détectent des phénomènes auxquels on n'avait pas pensé, et que si on a supprimé le bisphénol dans les facturettes de supermarchés ou dans les biberons, c'est parce qu'on s'était rendu compte que des poissons dans l'estuaire de la Seine, notamment, devenaient intersexués sous l'effet de ces polluants qu'on a appelés ensuite des perturbateurs endocriniens,
Et pourquoi on n'y avait pas pensé? C'est parce que quand on regarde la structure de la molécule de ces choses-là, ça ressemble absolument pas à une hormone. Autrement dit, mais on a découvert effectivement que ça se fixait quand même sur les récepteurs hormonaux, mais avec le mauvais goût de ne pas être réversible, c'est-à-dire que l'hormone, elle se fixe et elle s'en va ensuite, alors que ces perturbateurs bloquent le récepteur, d'où les perturbations qu'on connaît et contre lesquelles on essaye de lutter aujourd'hui. Si on n'avait pas eu nos braves gardons, effectivement, qui nous avaient alertés, eh bien, on n'aurait peut-être pas vu ce signal d'alerte, et je pourrais vous donner d'autres exemples. Parlons d'utilité, eh bien, tout de suite arrive la question de l'économie, hein, et Monsieur le Président, vous y avez fait allusion tout à l'heure, j'ai trempé en tant que non-économiste dans ce marigot, hein, parce qu'effectivement, un certain nombre de gens ont dit, finalement, quand on dit que la biodiversité menace notre vie, bon, ça ne suscite pas forcément d'intérêt. Par contre, vis-à-vis de certains gens, quand on dit la crise de biodiversité peut menacer notre économie, ça peut tout de suite faire un petit peu plus réagir. Et donc l'aventure a commencé, alors même si certains économistes avaient commencé dès les années 80, le regain d'intérêt pour ça, c'est ce qu'on a appelé le Millennium Ecosystem Assessment, hein, dans lequel effectivement on a essayé de relier l'état de la biodiversité à toute une série de services dont on pouvait estimer la valeur. Alors voilà un exemple de choses dans lesquelles j'ai trempé, c'est-à-dire on a pris une forêt de notre pays, on a dit une forêt, qu'est-ce que ça rapporte à son propriétaire? C'est la vente de bois en gros 100 € par hectare et par an, et puis avec des méthodes dont je ne détaillerai pas, on a dit mais finalement il y a des tas d'autres choses qu'une forêt produit, hein. Elle fixe du carbone, elle le stocke, elle contribue effectivement à stocker de l'eau, à la filtrer, donc à jouer sur la qualité des eaux. Elle peut protéger contre les inondations, réguler le cycle de l'eau. Elle a une valeur récréative. Les gens aiment bien venir se promener en forêt. D'autres aiment bien venir y chasser. Donc je vous passe les détails. Mais on arrive comme ça à dire finalement la partie visible et monétarisée par le commerce courant de la biodiversité n'est qu'à peine 10% de l'ensemble de ces services dont les humains bénéficient, mais qui ne leur coûtent rien. Donc il y a eu des piles et des piles d'études dans ce domaine, essayant de donner des valeurs économiques à ces différents services, hein. Voilà un autre exemple, par exemple, sur la pollution urbaine, dans lequel, en couplant des modèles de pollution, de stockage des particules fines par les arbres, et puis du lien qu'il peut y avoir entre ces particules fines et la santé, eh bien, on arrive, vous voyez, à la fin, regardez la ligne du fond, on dit 1 hectare d'arbres, c'est 1 000 € par an d'économiser pour la sécurité sociale, hein. Donc, voilà, pour donner quelques exemples, je ne détaille pas davantage. Autre intérêt de ces approches économiques, c'est de révéler ce qu'on a appelé le paradoxe de la mise en valeur. C'est-à-dire de montrer effectivement que si on prenait... Là, vous avez une série de milieux, des prairies humides au Canada, des forêts tropicales au Cameroun, des mangroves en Thaïlande, etc. Si on évaluait, d'une part, la valeur totale des services que rendent ces milieux avant qu'on les mette en valeur, c'est-à-dire avant que, par exemple, on développe des élevages de crevettes dans les zones de mangroves, avant qu'on développe plutôt des productions intensives dans les zones de prairies humides, etc., eh bien, on arrivait effectivement à l'idée que, en termes d'économie marchande, bien sûr, les gens gagnaient mieux leur vie, mais que si on regardait la valeur totale des services dont bénéficie l'ensemble des gens, eh bien, on avait, non pas systématiquement, mais assez souvent, une baisse de la valeur totale des services. Et donc, ça permet effectivement d'alerter sur l'idée que ce qu'on appellerait la mise en valeur dans une vision assez microéconomique peut être une perte de valeur dans une vision beaucoup plus macroéconomique. L'inconvénient, par contre, de cette approche, et qui a donné lieu à beaucoup de débats, c'est que les services écologiques ne sont pas du tout une mesure du bon état de la biodiversité, c'est seulement une mesure, disons, de l'interaction qu'il y a à un moment donné entre des humains et puis un écosystème. Et ça veut dire qu'à un moment donné, les humains accordent de la valeur à telle ou telle partie de l'écosystème.
vous donne un exemple que vous avez peut-être eu en tête quand j'ai parlé des forêts. Je n'ai pas parlé de la production d'oxygène. Or, Dieu sait quand même, si on est d'accord pour dire que le fait que l'oxygène soit produit par les plantes est absolument indispensable à la vie de l'ensemble des animaux. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que les gens ne lui accordent aucune valeur aujourd'hui, hein, et que si les arbres de notre planète décidaient de faire la grève de l'oxygène, il y en a tellement dans l'atmosphère qu'il faudrait des millions d'années avant qu'on ait vraiment des problèmes. On mourrait de faim avant, rassurez-vous, hein. Mais effectivement, donc on n'accorde pas de valeur à l'oxygène. Je prends un autre exemple amusant. Y a-t-il un Auvergnat dans la salle? Il y a toujours un Auvergnat dans la salle. Voilà, donc vous voyez, ça marche, voilà. Eh bien, vous savez qu'une des grandes fiertés, c'est Millau et la ganterie de Millau, qui fabriquait effectivement des gants recherchés dans toute l'Europe. Et pour tanner ces peaux, hein, eh bien, il fallait des ingrédients, et en particulier des crottes de chien. Et les crottes de chien, il y a bien sûr quelques chiens à Millau, mais ne suffisaient pas. Et pendant longtemps, Millau a importé depuis le lointain Moyen-Orient des ramasseurs de crottes de chien qui amenaient à Millau, effectivement, cette denrée qui était une denrée stratégique de l'époque. Hein. Et donc, vous voyez effectivement qu'on peut accorder à un moment donné une valeur à quelque chose, mais qui ne traduit pas forcément le fait que l'écosystème fonctionne bien. Alors, on arrive au week-end. Donc vous voyez qu'on va pas tarder à terminer. Et on va parler effectivement de cette question d'essayer d'intéresser les gens aux facultés, je vais préciser ce que je veux dire, qu'ont les animaux et éventuellement les végétaux. Alors ce que j'appelle les facultés, c'est que je pense que depuis que les humains observent la nature et les autres êtres vivants, ils se posent cette question. Qu'est-ce qui fait que, parfois, en l'espace de quelques secondes, eh bien, un individu qui était vivant n'est plus vivant? N'est plus vivant, et donc, qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui l'animait? En latin, animé, anima, c'est l'âme. Bon. Et donc, vous avez ici deux estampes du Moyen-Âge, hein, qui représentent effectivement l'âme d'un défunt qui s'en va, puis une autre qui est très intéressante, qui est la pendaison de Judas, parce que là, le diable savait déjà que l'âme était pour lui. Et vous voyez que tout de suite, donc, à peine pendu, le diable, qui est en noir, se précipite pour récupérer l'âme, parce qu'il sait que c'est pour lui, il va l'emmener en enfer. Donc, effectivement. Donc, ça veut dire que les gens se sont posés la question, mais qu'est-ce donc cette chose, ce truc, qui apparemment a quitté un être vivant et qui fait qu'il est passé de vie à trépas? Alors, il y a eu effectivement des tas de théories sur les âmes, et notamment effectivement cette échelle d'Aristote, l'échelle des âmes, dans laquelle il y avait toute une hiérarchie des âmes, dans laquelle il était bien d'accord que tous les êtres vivants avaient une âme au sens qui anime. Donc il y avait des âmes végétatives pour les végétaux, et puis il y avait une échelle qui montait effectivement vers ce qu'il appelait les âmes intellectives, c'est-à-dire les âmes qui permettaient de comprendre. Et donc, il y avait une vision assez continue, hein, et vision assez continue qui était aussi assez présente dans la pensée antique, puisque rappelez-vous que quand même, il n'y avait pas uniquement les hommes et les dieux, hein, mais il y avait les demi-dieux, ce qui faisait quand même des petites étapes, et puis il y avait ces hybrides comme le Minotaure, le Centaure et autres. Donc, on avait une vision un peu plus graduelle, effectivement, des relations entre les différents niveaux. Mais alors, effectivement, ça s'est radicalisé au XVIIe, hein, avec en particulier Descartes qui, effectivement, a tranché de manière extrêmement brutale en disant, vous voyez, donc ce texte n'est pas de Descartes, mais qui est de la même époque, hein, de l'âme des bêtes, où après avoir démontré la spiritualité de l'âme de l'homme, on l'explique par la seule machine les actions les plus surprenantes des animaux. Autrement dit, c'est cette fameuse image, effectivement, de l'animal-machine, hein, qu'on voit. Autrement dit, effectivement, on a une période de réification des êtres vivants à part l'homme, en disant ce sont des choses et non pas des êtres. Et donc, cette fameuse phrase, c'est-à-dire un chien qui hurle, c'est comme une porte qui grince, c'est-à-dire ne croyez pas, effectivement, que ça exprime quelque chose. Alors, ça a commencé à évoluer, effectivement. Alors, je n'aurai pas le temps, sauf si vous posez la question, de vous expliquer
la rationalité de Descartes, parce que quand même, on peut reconnaître à Descartes qu'il était rationnel, mais comment la rationalité l'a poussé à cette conclusion, mais c'est assez intéressant. Si vous allez pas loin d'ici, donc dans le Marais, au musée de la Chasse, vous y trouverez ce tableau, La Lys allaitant ses petits, hein, qui est considéré comme un tournant dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire on considère que c'est la première fois qu'un peintre peint un animal domestique avec des traits de tendresse. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les grandes scènes de chasse et autres montraient ces chiens sous des angles effectivement extrêmement agressifs et voraces. Et donc, effectivement, milieu du XVIIIe, Rousseau n'est pas loin, etc., on voit effectivement cette image d'une mère chienne qui, effectivement, allaite et regarde ses petits avec une certaine tendresse. Et donc, effectivement, à partir de là, peu à peu, cette idée que les êtres vivants, en tout cas certains d'entre eux, avaient une conscience d'exister en tant qu'individus, c'est-à-dire de se reconnaître eux-mêmes comme différents des autres, avec ces fameuses expériences sur on met une tache sur un éléphant, on lui met un miroir et il regarde attentivement et ensuite il va se nettoyer, ce qui veut dire qu'il comprend que c'est lui et qu'il comprend que c'est là, effectivement, qu'il a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc tous ces tests ont amené, effectivement, à dire, mais ces êtres vivants, eh bien, ils ont des représentations, ils ont des capacités de projection, ils ont des capacités, effectivement, de perception de sentiments au sens perception de la douleur, perception de la tristesse, etc. Et je vous mets cette image que j'adore de ce dialogue, entre guillemets, avec ces chimpanzés qui avaient appris la langue des signes et qui, à travers cette langue des signes, eh bien, étaient effectivement capables d'exprimer effectivement ce qu'ils ressentaient. Et il y a une célèbre séquence que vous pouvez trouver sur YouTube dans laquelle, avec la langue des signes, un chimpanzé exprime qu'il est triste parce que sa maman est morte parce qu'elle a été tuée par des chasseurs. Bon. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a une capacité de projection et d'anticipation. Et puis, alors, il y a cette fameuse question de l'âme des végétaux, qui, effectivement, avait été notamment célébrée par Ronsard, hein, rappelez-vous, hein, vous l'avez appris à l'école, je pense, hein, les bûcherons de la forêt de Gâtine. Et ce qui est important, c'est qu'il dit « Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas, ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce ?» Ce qui veut dire qu'effectivement, pendant très longtemps, cette idée que chaque arbre était habité par un esprit, une nymphe ou un esprit quelconque, suivant les civilisations, était extrêmement enracinée. Et c'est pour ça que si vous regardez cette chose un peu étonnante, pourquoi tous les arbres en français portent un nom masculin, alors que beaucoup de ces espèces sont au féminin en grec ancien, en latin et dans des langues germaniques. Eh bien, effectivement, on a, à travers cette transition, évacué les nymphes, hein, qui étaient effectivement liées à de multiples légendes sur, effectivement, le fait que ces arbres étaient des êtres habités, effectivement, par ces hommes. Alors, plus récemment, si vous voulez lire un bon ouvrage, eh bien, je vous conseille ce petit ouvrage de Didier Van Covelers, Le journal intime d'un arbre, dans lequel il s'est mis vraiment dans la peau d'un arbre. Je vous ai mis quelques passages de l'introduction de cet ouvrage, et donc qui, effectivement, avec tout le savoir-faire d'un bon romancier, vous fait vous-même pénétrer dans cette idée qu'on peut se penser comme un arbre. Et puis alors, je vais terminer donc par un dernier volet. J'aurais pu le mettre en premier, mais peu importe, hein, qui est la question de la valeur ou des valeurs qu'il faut accorder à la nature. Autrement dit, pour le moment, quand on a parlé de valeur, on a parlé de valeur économique, hein, mais un certain nombre de gens disent, mais non, les êtres vivants, au même titre que des humains, ils ont une valeur intrinsèque, c'est-à-dire liée au fait même qu'ils existent, et qu'il ne faut pas essayer de relier forcément à une utilité quelconque, j'y reviendrai. En effet, lorsque on s'intéresse à des sociétés humaines, j'espère que vous considérez que c'est totalement de mauvais goût
de poser la question à quelqu'un de dites-moi à quoi vous servez et je vous dirai si vous avez le droit d'exister. Bon. Autrement dit, dans le cas de notre espèce, on ne relie pas le droit à l'existence au fait d'avoir une utilité quelconque et on ne peut que s'en réjouir. Et la question qu'on va très rapidement évoquer, c'est est-ce qu'il faut limiter cette reconnaissance du droit à l'existence à notre seule espèce ou ne faut-il pas effectivement le regarder de manière un peu plus large? Alors, une parenthèse là-dessus, qui est Rousseau et compagnie, hein, parce qu'elle explique peut-être un certain nombre de tensions que nous avons aujourd'hui, qui est que pour Rousseau, non seulement la nature est porteuse de valeurs, mais elle est même porteuse de contre-valeurs. Autrement dit, il recherchait dans la nature des valeurs qu'il considérait comme perdues par les humains. Et donc, promenade d'un rêveur solitaire, etc. Et on voit bien aujourd'hui que dans le courant écologique actuel, cette idée effectivement de contre-valeur, c'est-à-dire qu'il faut préserver et conserver la nature contre l'homme, justement parce qu'elle incarne des valeurs qu'on ne trouve plus ou qu'on considère comme ne plus trouver chez les humains, hein, elle est assez présente. Hein, et donc elle justifie un certain nombre d'attitudes, effectivement, donc c'est pour ça que je faisais cette petite parenthèse. Mais revenons-en à nos moutons et à la question, effectivement, de ce qu'on appelle les 4 saisons de l'humanisme. Autrement dit, il faut se rappeler que sous la Renaissance et pendant longtemps, hein, l'humanisme, c'était l'humanisme des mâles blancs adultes à chapeau. Hein, c'est-à-dire qu'on considérait que c'était un humanisme qui était surtout dédié aux hommes adultes, hein, blancs, et qu'ensuite, il y avait d'autres trucs, et en particulier, il y avait toute une classification dite évolutionniste des sociétés, avec la notion de société primitive. Donc il y avait des barbares, il y avait même des barbares inférieurs, des barbares supérieurs. Vous pouvez regarder les ouvrages du 19e, il y avait toute une classification. Et en fait, ce n'est que très progressivement qu'on a étendu cet humanisme à d'autres catégories d'humains. Vous savez que dans le droit romain, le pater familias avait droit de vie et de mort sur ses enfants, sans qu'on y trouve à redire. Donc le droit des enfants, ça apparaît effectivement au milieu du 19e. La libération des esclaves, et donc c'est là aussi, au milieu du 19e. Hein. Les femmes, eh bien, ça est apparu un petit peu sous l'Ancien Régime. Ça a été voté par les États généraux, mais ça a été ensuite aboli. Hein. Alors je reviendrai sur la suite, mais permettez-moi quand même de rendre hommage à un personnage qu'on ne cite pas assez, hein, qui est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges qui avait le mauvais goût de s'appeler De, bon, et qui a été la rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, hein, qui a été présentée en 1791. Regardez ce que j'ai encadré. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, etc. etc. Bon. Je vous invite à lire ce texte, hein, parce que d'une part, ensuite, la Révolution a trouvé moyen de supprimer ce droit de vote des femmes et de guillotiner en plus Olympe de Gouges en 1793 au moment de la Terreur. Donc permettez-moi quand même ce petit hommage. Effectivement, en plus c'est remarquablement écrit, je vous invite vraiment à lire ce texte de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'on devrait afficher, à mon avis, au même titre que les déclarations des droits des citoyens, mais ça c'est un autre point. Et puis, rappelez-vous effectivement que ce n'est qu'en 1944 que le droit de vote, tardivement en France, a été reconnu aux femmes, et pour des raisons que les chroniqueurs politiques considèrent comme assez bas de gamme, c'est-à-dire De Gaulle, qui voulait quand même rendre quelque chose aux Américains qui ne lui coûterait pas grand-chose, avait dit, tiens, les Américains, ils ont le droit de vote sur les femmes, on va faire de même en France. Bon, je ne suis pas anti-gaulliste, mais il faut rappeler quand même la petite et la grande histoire. Et puis, ce n'est qu'en 2006, effectivement, qu'on reconnaît que même les gens handicapés ont des droits, et donc loi sur le droit des handicapés. Alors, si on continue notre truc, on peut se poser la question d'étendre encore cette reconnaissance du droit à l'existence. C'est venu avec Rio, dans lequel on a dit les générations futures ont des droits, c'est-à-dire qu'on a étendu non seulement aux humains actuels, mais à ceux à venir.
Et d'où la question, effectivement, qui peut incarner aujourd'hui en démocratie les droits des générations futures? Question pas facile. Hein. Et effectivement, la question, c'est de dire, mais est-ce que la dernière ou nouvelle étape de l'humanisme, c'est pas d'étendre encore plus à l'ensemble des êtres vivants, hein, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, pour faire un mauvais jeu de mots sur Descartes, eh bien, il faudrait passer du cogito ergo sum, donc je pense, donc je suis, et donc je suis même au sommet de la pyramide, à cogito ergo sum, donc je me pense effectivement au sein d'une diversité d'êtres vivants auquel je reconnais effectivement ce droit à l'existence. Donc voilà, on va s'approcher de la fin. Donc je vous ai proposé 7 jours de la semaine ou 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Tout le défi de la pédagogie, ben, c'est de marier ces différents registres. Comme les bons peintres, on le défie à partir des 7 couleurs de faire d'excellents tableaux. Mais c'était effectivement une tentative de décomposer effectivement cette question de la pédagogie de la biodiversité. Je crois que j'avais un petit bonus, voilà, un petit post-scriptum que je vous livre. Vous savez que, non, vous ne savez pas, mais Hubert Reeves a été président de mon association et maintenant président d'honneur. Et Hubert a cette image que j'adore quand il parle de son chat. Il dit finalement, mon chat, hein, c'est vrai pour tous les chats, hein, je vois bien quand il me regarde qu'il comprend des choses de moi. Autrement, il me regarde attentivement et il voit si je suis de bonne ou de mauvaise humeur, est-ce que je vais le caresser ou est-ce que je ne suis pas d'humeur à le caresser. Donc, mon chat a une compréhension limitée, mais quand même une certaine compréhension de ce que je suis. Et Hubert dit, ben, finalement, moi, je suis face au cosmos comme est mon chat vis-à-vis de moi. Autrement dit, par rapport à cette diversité, non seulement d'êtres vivants, mais plus globalement d'entités du cosmos, j'en comprends une petite partie, mais peut-être une toute petite partie, et je dois donc avoir la modestie de le reconnaître, au même titre que mon chat, eh bien, ne comprend qu'une petite partie, et néanmoins, j'aime mon chat. Voilà, merci de votre attention. Et j'espère qu'à partir de là, eh bien, vous n'aurez pas cette idée que désormais, on peut se passer de la biodiversité et partir en bateau sur l'océan ou sur Mars, comme le disent certains, sans emmener notre biodiversité qui nous est si chère. Voilà. Alors, il paraît que maintenant, on va me griller. Merci beaucoup, Bernard, de cette intervention très... Alors, je suis en train de tomber dans mon sac. Très intéressante. Je pense que ça va susciter un certain nombre de questions. La difficulté, c'est toujours d'avoir la première question. Voilà. Oui, monsieur le syndicat Claude, adhérent de la SNHF, et puis je mène des actions au sein de différentes associations avec la Fédération des sciences naturelles du Montreux et du Vexin et celle du Muséum. Moi, mon professeur, je souhaite vraiment, vous êtes formidable, parce que développer le sujet en 1 seconde, lorsqu'il nous faudrait pour ce sujet-là presque 1 mois, tous les jours de discussion. Parce que la biodiversité, c'est tous les jours, à chaque seconde, du matin au soir et la nuit. Et la biodiversité est souvent modifiée par les agents de l'être humain, c'est vrai, soit par la lumière, soit par le bruit ou par les pollutions. Mais que faire? Et je crois qu'il faut commencer à éduquer les enfants tout petits, à 6 ans, apprendre, et puis de voir leur évolution après, surtout quand ils iront dans le monde politique. Et là, on veut défendre la biodiversité. Je vois un grand monsieur, je ne citerai pas le nom, qui s'était moqué à cause d'un petit scarabée doré qui bloquait une autoroute dans le centre de la France. Mais oui, mais il faut protéger, parce que quand on a affaire à des plantes, par exemple, j'ai une plante comme la Rouisia cordata, conservatoire botanique de Brest, une plante qui existe, qui venait de l'île de la Réunion, ils ont réussi à la multiplier. J'ai d'autres plantes qui viennent de la Réunion aussi, Philanthus, tout ça.
C'est difficile la biodiversité à expliquer en 1 seconde. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard, pour cette excellente présentation. Moi, je m'interroge quand même. Je pense que par rapport au discours dont on nous assène tous les jours à toutes les informations, des discours alarmistes sur des tas de choses, comme si la planète était morte, en fait. Un jour, c'est le réchauffement, un jour, c'est on a perdu des espèces, etc., etc. Je pense que c'est bien dommage que nos médias n'entendent pas des discours comme ça, parce que je pense qu'effectivement, c'est du bon sens, tout simplement. Parce que des événements climatiques, il y en a depuis la nuit des temps, si je me souviens bien. Et je pense qu'on est, à l'heure actuelle, dans un climat tellement alarmiste que je pense que le vulgum pecus ne sait plus trop où il en est. Et je pense que ce que tu viens de dire devrait être vraiment passé sur les télévisions. Qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces informations que nous avons à droite, à gauche, qui nous culpabilisent énormément, bien sûr. Mais je ne dis pas qu'on ne détruit pas un certain nombre de choses. Bien sûr, on est beaucoup de monde, etc., etc. Mais est-ce qu'on doit toujours être dans cet état d'inquiétude permanente ? Ben, d'une part, moi, j'aime bien le mot « inquiétude ». Autrement dit, le fait de ne pas être qui est, le mot existe en vieux français, on est qui est. Ça veut dire qu'on ne se soucie pas. Bon. Je crois que c'est pas mal d'être inquiet. Bon. Toute la difficulté, c'est que je me rends compte que si on bascule trop du côté des mauvaises nouvelles, on risque d'avoir des attitudes. On voit bien effectivement l'effet très, très pervers de tous les bouquins sur le catastrophisme. N'importe quel éditeur aujourd'hui doit avoir dans sa collection un bouquin d'un catastrophiste. S'il n'en a pas, il prend un nègre en disant il faut absolument qu'on ait un bouquin catastrophique dans la collection. Bon. Et on voit bien effectivement que le risque, c'est dansons une dernière fois et prenons une dernière coupe de champagne avant la catastrophe. Si c'est foutu, c'est foutu. Ben, bon. Et donc le discours alarmiste peut être démobilisateur. Inversement, le fait de dire mais écoutez, vous en faites pas, la nature c'est solide, il n'y aura pas de problème, elle va s'adapter. Là, on peut dire où on peut. Bon. Et donc, c'est toute la difficulté que j'ai essayé de vous faire partager, c'est qu'il faut trouver le bon dosage entre le fait que, en tant que naturaliste, on a quand même l'impression qu'il se passe des choses sur lesquelles un certain nombre d'espèces vont vraiment avoir du mal, hein, et qui se passe à des vitesses qui fait qu'en particulier, toutes les espèces qui se reproduisent toutes les 20 minutes vont forcément réussir à s'adapter, mais celles qui mettent 10 ans avant d'avoir une descendance, là, ça va être un peu difficile. Hein. Et qu'en plus, la nature n'a pas besoin de l'homme. Autrement dit, la manière dont la nature va s'adapter, il y aura toujours des écosystèmes, hein, je veux dire, qui fonctionneront avec des flux de matière, d'énergie, le cycle du carbone va être bouclé, etc. Bon. Mais la manière dont la nature va s'adapter peut avoir des conséquences extrêmement négatives sur la vie humaine, enfin, et sur les humains. Et je donnais l'exemple, effectivement, quand vous avez des pêcheurs au large de la Namibie qui pêchaient des poissons et qui aujourd'hui pêchent des méduses, ben en termes de biomasse, ils en pêchent toujours autant. Le problème, c'est que les méduses, ça ne se mange pas, quoi. Bon. Et donc il faut trouver effectivement ce dosage pour comment dire, rafraîchir les optimistes et stimuler les pessimistes. Bon. Moi, effectivement, enfin, on pourra en dire de même pour un certain nombre de gens ici, on est né dans une planète illimitée. Hein, on est né dans une planète sans contrainte. Bon, moi, je me rappelle quand même, on m'enseignait en écologie que les premiers calculs de modèles d'écosystèmes, etc., disaient on pêche aujourd'hui 150 millions de tonnes de poissons, on devrait pouvoir en sortir 1 milliard. Moi, je me rappelle, on m'avait appris ça en certificat d'océanographie. Bon. Donc, on a traversé effectivement ce temps de, disons, de l'innocence. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que tous les calculs qu'on peut faire, c'est qu'il y a quelque chose de quand même de grave qui est en train de se mettre en place. Ça, je comprends
comprends bien, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on est tout le temps aussi catastrophiste. Moi, j'ai simplement autour de moi des jeunes qui viennent de se marier, 3 couples qui me disent « Nous ne voulons pas d'enfants parce qu'on ne sait pas ce qu'on leur réserve dans 20 ans. » Je trouve que c'est quand même un peu dommage. Parce qu'avec tout ce qu'ils entendent, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Alors, je ne sais pas. Je pense que déjà, alors, ça va sans doute susciter un débat. Il faut arrêter de dire que les jeunes doivent s'en occuper. Parce qu'il y a une tendance quand même à vouloir leur faire porter toutes les conneries qu'on a faites et qu'on n'a pas réussi à éviter. Bon. Et donc le fait de dire, effectivement, il faut que tout le monde s'en occupe. Et puis les jeunes, bien sûr, faut qu'ils s'y intéressent à ça, mais laissez-les vivre un peu, quoi. Autrement dit, le fait qu'ils aient le temps de jouer, enfin de jouer au sens... bon, et que tout de suite, on ne leur demande pas de reprendre le flambeau, etc. Moi, j'essaye effectivement de dire, mais non, nous, au moins dans les années qui nous restent à vivre, on peut y faire quelque chose, et faisons-le, quoi. Parce qu'il y a cette tendance à culpabiliser un peu, ou en tout cas, non pas à culpabiliser, mais à vouloir trop responsabiliser les jeunes. Et bon, je suis peut-être le seul dans la salle, mais il y en a qui ont fait des conneries dans leur jeunesse, et donc ça fait partie de la vie, quoi. Donc il faut quand même arrêter de trop. Hein. Oui, j'ai une question, excusez-moi de vous déranger. Mais justement, puisqu'on parle de biodiversité, je continue. On a le cas de Tchernobyl, quand même, qui était un cas vraiment réaliste. C'est-à-dire que comment la biodiversité est revenue après ces retombées radioactives. Et puis, évidemment, il y a aussi le cas d'Hiroshima. On n'en parle pas énormément non plus. Et j'aimerais bien avoir votre opinion sur le sujet. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'une part le fait que, j'aime bien dire que la biodiversité, elle n'a pas d'exigence, elle a des habitudes. Hein, et que parfois, on a des bonnes surprises. Je voyais récemment un inventaire de biodiversité dans les forêts des Landes, dont tout le monde dit quand même que du point de vue de la diversité des espèces forestières, c'est quand même pas extraordinaire, et qui ont montré effectivement que dans pas mal de zones, au niveau des amphibiens, des reptiles et autres, il y avait encore pas mal de choses intéressantes, et que parfois, effectivement, entre le moment où il ne faut pas grand-chose pour qu'une espèce s'en aille, mais il ne faut pas non plus grand-chose pour qu'elle revienne. Il faut être très humble par rapport à ça et se dire que parfois, on peut avoir des bonnes surprises. Alors, sur Tchernobyl, c'est assez typique. Alors, il faudra regarder sur un peu plus long terme. Hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a eu le même phénomène qui fait que certains écologistes ont regretté la réunification de l'Allemagne, hein, parce que dans la bande du rideau de fer qui couvrait effectivement toute la séparation entre les deux Allemagnes, qui était un endroit où il était prudent de ne pas mettre les pieds, eh bien, c'était devenu un corridor écologique extraordinaire. Bon, parce qu'effectivement, il suffit parfois d'arrêter les perturbations. Parfois, il suffit d'arrêter les exploitations. On estime qu'avant le début de la grande pêche baleinière, les grandes baleines, donc notamment les baleines à bosse, il y en avait à peu près 50 000 dans le monde. On est descendu à moins de 2 000. On est remonté aujourd'hui à 25 000. Donc parfois, il suffit effectivement d'arrêter un petit truc. Mais c'est toute la difficulté, c'est que par contre, et j'ai parlé de la perception sensorielle, parfois une petite perturbation auquel on ne fait pas attention peut suffire effectivement à perturber ce réseau de communication. Je prends un exemple. Tous les phéromones que les mâles et les femelles d'insectes échangent pour s'attirer entre elles sont très sensibles aux oxydants. Parce que c'est des molécules organiques et donc bon. Et quand il y a une augmentation de l'ozone, non pas dans la couche d'ozone, mais de la zone au ras du sol, hein, qui est liée aux pollutions, ben c'est un oxydant puissant, l'ozone, et ça oxyde, ce qui fait que nous, on s'en rend pas compte, mais les papillons se retrouvent plus. Donc c'est parfois de même, on a montré la même chose sur l'océan, c'est que quelques dixièmes d'unité d'acidité, donc quelques dixièmes d'unité pH, modifie fortement les capacités d'attraction entre les espèces pour se reconnaître et entre elles. Donc voilà, c'est toute la difficulté, c'est effectivement que
En tant que grosse bête, on n'est pas sensible à toutes ces choses-là. Nous, quand on a notre Internet qui bug, tout de suite on râle en disant c'est un scandale. Mais cet Internet du vivant, c'est-à-dire tous ces signaux qui s'échangent en permanence et qui sont vraiment nécessaires. Alors, parfois ils s'adaptent. Par exemple, on sait que les oiseaux des villes, la même espèce, va chanter un petit peu plus haut, justement pour éviter le bruit de fond, brrr, qui sont les basses fréquences liées au trafic urbain. C'est-à-dire que quand ils vont à la campagne, on les reconnaît. Hein. On dit, toi, tu es un oiseau des villes, tu chantes haut. Voilà. Bon. Donc il y a des capacités d'adaptation. Et voilà, c'est toute la difficulté, c'est de dire, ben voilà, les biologistes, ce n'est pas des physiciens, et ils ne vous font pas des équations pour vous dire c'est comme ça et pas autrement. Et donc, effectivement, le fait de dire, ben, soyons précautionneux, soyons inquiets, comme je le disais, en se rendant compte effectivement que parfois, on peut faire l'éléphant dans un jeu de quilles. Moi, je voulais te poser une question à propos de la résilience. Est-ce qu'on peut penser que la résilience des écosystèmes terrestres est comparable à celle des écosystèmes marins, ou que celle des écosystèmes marins serait moins importante, moins forte que celle des écosystèmes terrestres? Parce que, enfin, je veux dire pourquoi je pense que la résilience des écosystèmes marins est plus faible. Je pense que d'une certaine façon, ils sont moins connus. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans ces résiliences? Ouais, je ne sais pas si on peut le dire, parce que les gens qui notamment ont développé l'écologie du paysage sur les milieux terrestres, en disant effectivement que en fait, à toutes les échelles, si on prend une forêt, ce n'est pas un écosystème, c'est une multitude d'habitats très diversifiés et autres, se rendent bien compte à quel point les écosystèmes marins donnent une fausse impression d'homogénéité. C'est-à-dire que la stratification des masses d'eau en température, en salinité, etc., font qu'il y a aussi des micro-habitats et autres. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils seraient plus résilients? Moi, je suis assez prudent parce qu'il y a eu des tas de théories qui me semblent, je dirais, non pas idéologiques, mais en tout cas qu'on pourrait discuter. En particulier le fait qu'un écosystème vierge, bien dense en espèces, est moins sensible aux espèces envahissantes. Bon. Et donc, ça serait les écosystèmes simplifiés qui seraient sensibles à des... Bon. Bon, ça me semble pas forcément... bon, on prend des belles forêts, a priori, assez en équilibre. On voit que des espèces envahissantes, comme les phytolacs, par exemple, envahissent tout autant. Donc, effectivement, je suis cette vision du fait que certains écosystèmes auraient vraiment des propriétés de résilience plus fortes, je sais pas. Non, là, je peux pas te dire si ça me semble fondé. Je ne sais pas. Ouais. Oui, Alain Toffan. Merci. Merci Bernard pour cette présentation absolument remarquable. Tu nous as présenté ça sous la forme d'un calendrier d'une semaine, en indiquant bien que parfois les jours pouvaient changer de place. Je suis resté au lundi et en me posant la question si finalement ça ne serait pas un point important de développer les connaissances scientifiques et notamment en biologie pour qu'on ait tous un socle commun, qu'on passe au-dessus des espèces de rumeurs, de fausses nouvelles et qu'on aille plus loin que simplement une approche de chiffres, de connaissances pas nécessairement partagées, mais une connaissance du vivant qui soit plus, je dirais, une connaissance générale, une connaissance de base. Donc développer la biologie au cours de l'enseignement qui me permettrait finalement d'aborder les notions de biodiversité avec une approche, je dirais, partant d'un socle commun. C'est vrai que j'ai traité le lundi de manière très rapide et caricaturale, alors que c'est souvent ce qui fait l'essentiel de mes présentations. Mais l'idée, quand même, c'est que
si on ne donne pas envie aux gens de faire des sciences naturelles et de s'intéresser à la diversité du vivant, eh ben, cette première étape de donner envie d'eux, elle est nécessaire pour qu'ensuite on puisse amener du contenu. Et donc effectivement, et par rapport à ça, c'est vrai que c'était un peu mon propos, c'est qu'il faut sans doute passer par d'autres vecteurs. Et puis ensuite, effectivement, on peut amener du contenu. Je vois par exemple, je me retrouvais avec une entreprise de travaux publics à former des conducteurs de bulldozer qui sont donc sur les carrières. Bon, c'est pas des gens qu'on met 1 heure en salle. Hein. Bon. Et donc il faut trouver effectivement, aller sur leur lieu de travail et puis leur faire découvrir des choses qu'ils auraient pu voir mais qu'ils n'avaient pas vues. Et poser des questions du genre, sans prononcer le nom, on arrache une plante qui a des tas de petits folioles, on voit qu'il y a des petits points blancs sur les racines, et à partir de là, on introduit les symbioses, les légumineuses, le cycle de l'azote, etc. Mais il faut trouver un moyen d'intéresser qui, au départ, voilà, c'était un peu ça la question. Ensuite, effectivement, apporter du contenu, je suis d'accord, mais... Bonjour Jean-François Coffin. Est-ce que, pour donner suite à ce que vous venez de dire, vous avez l'intention d'aller présenter cette magnifique exposé à l'ENA ou à Polytechnique ? Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que là, c'est un exposé sur des exposés, d'une certaine manière. Donc, ça m'intéressait de vous le faire. Ensuite, effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faudrait le présenter plutôt à des enseignants qui, eux, sont des pédagogues et pour en discuter avec eux. Bon, l'ENA Polytechnique, pourquoi pas, je veux dire, il n'y a pas... Mais vous savez, j'ai été amené à parler de biodiversité devant des pompiers, devant des gendarmes, devant des juges, y compris dans des procès. Donc, à chaque fois, il faut adapter le discours. Mais si un jour l'ENA... Alors, c'est plus l'ENA, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Enfin bon, dit, tiens, il faudrait leur en parler. Oui, absolument. Comme disait ma grand-mère, il n'y a pas de saut métier. Eliane Bautier, pharmacienne et future jardinière. Je voudrais vous demander si la définition du vivant intègre aujourd'hui la notion de biodiversité, si essentielle. Alors, ça dépend comment... Qu'est-ce que vous avez en tête dans votre question ? Parce que quand je regarde dans le dictionnaire, on voit l'être vivant capable de générer sa propre substance et capable de se reproduire. Mais on voit aujourd'hui que la biodiversité nuit finalement appauvrit par exemple les espèces, c'est un des paramètres. Donc je me pose la question, aujourd'hui, est-ce que cette définition peut évoluer ou est amenée à être révisée pour intégrer cette notion ? Alors, il y aurait peut-être plusieurs points. La première, ça serait d'expliquer qu'un être vivant pur, ça n'existe pas. Et vous savez en fait que toutes nos cellules sont en fait des symbioses ancestrales entre au moins deux origines différentes, puisque les mitochondries sont issues d'une autre lignée que les cellules eucaryotes, etc. Bon. Donc le fait de montrer effectivement que qu'on considère comme le mythe de l'individu, et dans une société qui effectivement a beaucoup cultivé l'idée que l'individu seul, à lui tout seul, avait une liberté, une individualité, etc., était capable, lui tout seul, s'il était très intelligent, de résoudre le problème. C'est le penseur de Rodin. Hein. Bon. Le fait de démonter cette idée qu'un individu tout seul, ça n'existe pas, ça serait peut-être important. L'autre point, mais qui je trouve quelque chose dont je ne connaîtrais pas la réponse, c'est effectivement comment on peut générer autant de diversité et donc autant de solutions par rapport à un système de contraintes en partant en fait d'un même nombre de mécanismes relativement limités, un même code génétique.
en gros un même nombre relativement limité de molécules qui marchent à peu près. Et qu'est-ce qui fait que lorsque Jacques Monod disait « ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour l'éléphant », dans Le hasard et la nécessité, il avait parfaitement raison, mais il ne répondait pas à la question, oui, mais du coup, pourquoi il y a une bactérie, pourquoi il y a un éléphant? Et pourquoi, effectivement, des formules évolutives apparemment aussi diverses continuent à cohabiter? Les colibris sont des descendants du tyrannosaure rex. Bon, moi qu'on puisse dire, c'est que c'était deux formules quand même assez différentes. Et ça, c'est ce que je trouve fascinant en biologie, c'est que tous les êtres vivants trouvent une solution, mais aucune de ces solutions ne l'a vraiment emporté, et Dieu merci. Autrement dit, qu'on a en permanence une diversité, et une diversité qui est extrêmement plastique, hein, c'est-à-dire qui peut évoluer très vite, enfin très vite à l'échelle évolutive, mais parfois bon, plus rapidement. Et donc c'est un peu cette dialectique entre l'unicité qui fait que tous les êtres vivants partagent beaucoup de choses en commun, et néanmoins sont capables de générer cette extraordinaire diversité. Et donc le fait de faire rentrer ça dans la définition du vivant, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce phénomène que les êtres vivants ne se reproduisent pas, ils se renouvellent, parce qu'effectivement, et ça c'est une des données, j'ai fait un petit calcul récent à partir des données sur le génome humain, on peut calculer à partir de toutes les variations qu'on peut voir sur le génome humain, le nombre d'humains possibles différents. Hein, il suffit de faire un petit calcul. On peut faire plus d'humains possibles différents que d'atomes dans l'univers. Ça veut dire que n'importe quelle espèce, à un moment donné, ne met sur la table, c'est-à-dire ne génère à un moment donné, qu'une toute petite partie de la diversité qu'elle est capable d'engendrer. Autrement dit, qu'on a un peu l'image d'une photo de famille en disant ben voilà, la famille aujourd'hui, c'est ce qu'elle est. Mais on ne voit pas le back-office, hein, l'arrière-fond, de tout le potentiel d'émergence d'une nouvelle diversité liée effectivement à cette capacité de générer sans cesse de la nouveauté, quoi. Et donc c'est ça, mais alors faire rentrer ça dans une définition du vivant, c'est pas évident, mais c'est ça qu'il faut vraiment faire passer. Et je pense que la biologie que j'ai connue au début, vous savez effectivement que beaucoup de pionniers de la biologie moléculaire étaient des physiciens. Et que le grand rêve des physiciens, c'est l'unification, c'est-à-dire de trouver effectivement, d'expliquer un maximum de choses avec un minimum de théories, enfin, ou en tout cas un nombre aussi restreint que possible de théories, et le rêve des physiciens, c'est la théorie du grand tout, quoi. Bon. Ce qui veut dire que les physiciens ont influencé les biologistes qui, pour ne pas passer pour des collectionneurs de papillons, se sont beaucoup focalisés sur qu'est-ce qu'il y avait de commun entre tous les êtres vivants. Et c'est ce que permettait la biologie moléculaire, c'est-à-dire de s'intéresser à tout ce qu'il y avait de commun. Et donc, du coup, alors, vous savez, il y a une fameuse phrase de Rutherford, donc un physicien anglais du début du XXe, qui a dit il y a 3 sciences. Il y a la mathématique, la physique et les collections de timbres. Hein, bon, vous voyez tout de suite. Donc si on ne voulait pas être dans la 3e, il fallait absolument se rapprocher du paradigme physique. D'où, effectivement, cette idée de montrer tout ce qu'il y avait en commun, et il y avait beaucoup de choses à comprendre en commun, quoi. Mais ensuite, et je l'ai vécu au Muséum d'histoire naturelle, qui était peuplé de collectionneurs de timbres, hein, réhabiliter l'intérêt pour la diversité du vivant, il y a eu un passage à vide, hein, qui était quand même assez considérable, parce qu'on considérait que c'était... moi, je me rappelle, je ne le citerai pas, mais tu verras qui c'est, quand au Muséum d'histoire naturelle, on commençait à parler de la diversité à l'intérieur des espèces, donc de la diversité génétique, un chercheur a dit, mais on ne va quand même pas s'intéresser à la diversité à l'intérieur des espèces alors qu'on n'a pas fini de décrire toutes les espèces. Donc même à l'intérieur du muséum, cet intérêt pour la diversité était quand même... bon. Philippe Morel-Chevillet. Oui, j'ai une question concernant
le rapport entre la biodiversité et la religion, parce que est-ce que les siècles de civilisation basées sur le monothéisme, que ce soit dans notre civilisation ou les civilisations musulmanes ou autres, ne se heurtent pas de plein fouet à cette notion de biodiversité, où finalement, comme vous l'avez dit, on devrait raisonner plutôt en réseau ou en communauté d'organismes, et non pas un système centré sur l'homme, ou enfin, disons sur l'être humain. Alors, moi, je suis pas du tout théologien, mais j'aime bien essayer de lire des trucs là-dessus, quoi. Et on tombe parfois sur des choses intéressantes, enfin, en tout cas, qui interrogent. Première chose que je vous livre, c'est que les animaux ne sont pas sortis du paradis terrestre. Ben non, quand vous regardez tous les textes bibliques, c'est Adam et Ève qui se sont fait virer. Hein, mais au départ, ils étaient entourés des animaux, des végétaux, dans le paradis terrestre. Donc, la conclusion, c'est qu'ils n'en sont pas sortis. Bon, hein, donc, en faisant de la théologie de café du coin. Donc, ça mérite quand même, peut-être de ce fait, alors je suis peut-être hérétique, mais de dire, moi, si je lis ça dans la Bible, ça veut peut-être dire qu'on les respecte. Bon. Et le bon pape François, qui est jésuite, hein, vous le savez, et ça ne se refait pas, hein, a cherché effectivement à repartir sur ce fil théologique. Et alors il y a un argument qui est bon, qui a l'inconvénient de ne marcher que pour les chrétiens, qui est de dire qu'il faut respecter tous ces êtres vivants, créatures de Dieu, pour leur permettre de continuer à louer Dieu. Pas mal, hein? Oui, oui. Ah non, mais lisez l'encyclique, hein, c'est pas mal. Les jésuites, ils sont quand même pas... Bon. Mais le problème, c'est que cet argument, il marche pas forcément bien. Puis alors ensuite, il y a cette fameuse question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein, le fruit d'Ève. Et quand vous regardez, mais encore une fois, il faudrait avoir ici un rabbin, un pasteur, un pope qui discuterait beaucoup mieux que moi. Quand vous regardez les différentes religions du livre, le péché originel, hein, c'est un truc très, très catholique. Hein. Autrement dit, le fait que les enfants naissent avec une tâche, quoi qu'ils aient fait, hein, ce qui a obligé la religion catholique à inventer des trucs un peu particuliers comme les limbes, puis ensuite on a inventé le purgatoire aussi. Enfin, il y a eu des innovations théologiques parce qu'il fallait combler un certain nombre de vides. Eh bien, effectivement, donc ce qui veut dire qu'une lecture littérale des textes fondateurs ne nous entraîne pas forcément dans cette vision complètement clivée de la création d'une certaine manière. Hein. Par contre, et je vais vous livrer le fin mot de l'histoire sur Descartes, hein, c'est que depuis longtemps, et saint Thomas d'Aquin s'était déjà posé la question, qui était de dire mais les animaux peuvent-ils souffrir? Parce que la souffrance humaine, on connaissait, mais la souffrance humaine, elle avait un sens. Hein, puisque les souffrances que tu auras en ce bas monde, tu seras récompensé au paradis, etc. Bon. Et Thomas d'Aquin se dit, mais il n'y a aucun texte qui dit que les animaux seront récompensés s'ils souffrent. Or, Dieu est bon. Or, Dieu est bon, donc comment Dieu qui est bon peut-il tolérer que des animaux souffrent? Et donc, et la réponse de Descartes, c'est donc, la seule réponse théologique, c'est donc les animaux ne souffrent pas. Ce que j'ai l'impression de voir comme étant l'expression d'une souffrance, c'est de l'anthropocentrisme, mais en fait, non, en fait, ils ne souffrent pas. Donc c'était la réponse radicale à une question, effectivement, qui était profonde. Mais là, il faut que vous invitiez, effectivement, un imam, un pope, un moine bouddhiste. Non, par contre, ce que j'aime bien dans le bouddhisme, c'est cette idée que les individus ne sont que l'expression temporaire d'un regroupement d'atomes, finalement, donc des avatars, d'une certaine manière, fugaces, dans un flux de matière et d'énergie, effectivement, qui fait qu'on se pense comme étant des
des cristallisations temporaires, d'une certaine manière, d'un réseau de matière et d'énergie. Alors ça nous rabaisse peut-être un peu, mais je trouve que ça donne une vision effectivement qui est intéressante. Oui, Yannick Terrien, donc Morbihan. Donc vous parlez des verres arnicoles donc, développés à Morlaix, qui sont une solution pour les greffes de visage. Ils sont utilisés pour les greffes de visage et ça marche très bien. Ah oui. Et ça a été proposé au début de la pandémie de Covid pour justement supporter les déficiences pulmonaires, donc respiratoires aiguës que ces patients ou ces futurs mourants présentaient. Et ça a été refusé par certainement des comités d'éthique qui leur décision leur appartient. Bon, maintenant, ma question, c'est à propos de la biodiversité. En Asie, sur les marchés, partout, c'est une de leurs nourritures préférées, ce sont les insectes, les carabes, les lézards, ainsi de suite. Et donc, on en mange volontiers là-bas. Et ici, chez nous, le moindre lézard qui traverse une route, on bouche la route, on lui dit interdit de rouler aux véhicules, c'est réservé aux piétons. On trouve un carabe quelque part, il faut déserter sur 1 hectare autour de ce carabe parce que c'est une pièce unique. Est-ce que c'est un problème de civilisation ou un problème politique ? Il y a deux questions. Il y a le fait que d'un pays à l'autre, il y a des choses qu'on mange dans un pays et qui dégoûtent complètement les voisins. Bon, on connaît les problèmes des Anglais et des Français. Et effectivement, de me demander pourquoi on mange des crustacés et pas des insectes, alors qu'effectivement, en gros, c'est constitué de la même manière. Et pourquoi, inversement, dans d'autres pays, ils mangent des insectes et pas des crevettes. Bon, là, c'est effectivement des questions de représentation, mais qui sont, mais ça serait un autre sujet, qui sont très, très profondément ancrés dans dans le comportement. Hein. Si vous dites à un ami que vous lui faites des escargots et puis qu'à la fin vous dites écoutez, j'étais un peu court, j'ai pris une coquille, j'ai mis une limace dedans, vous pouvez lui faire un beau cours de zoologie expliquant à quel point les deux espèces sont voisines, il va vous envoyer bon. Donc ça c'est très ancré. Alors par contre effectivement, pourquoi on protège certaines espèces dans certains pays et pas d'autres? Bon, d'une part effectivement l'exploitation c'est pas forcément synonyme d'extinction. On peut avoir une exploitation modérée d'espèces. Je citais l'exemple de la pêche. On sait aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut pas sortir des océans tellement plus que 100 ou 150 millions de produits, mais on peut faire des pêches durables. Et donc, par exemple, l'Ifremer publie chaque année les stocks qui sont considérés comme gérés de manière durable. Donc, il ne s'agit pas effectivement de dire que toute exploitation est nuisible. Parce qu'une des propriétés du vivant, c'est justement de produire de la matière. Et comme pour le moment, on ne sait pas capter directement les photons, on est obligé de passer par le fait que les photons sont captés par des végétaux, qui sont captés par des animaux, et que nous, on peut manger que de la bon. Mais effectivement, cette idée que il faudrait absolument arrêter d'exploiter... On a cru longtemps quand même que effectivement les espèces qui n'étaient pas exploitées devaient se porter bien. Et quand vous regardez les données du muséum sur l'évolution des oiseaux communs, ben vous constatez effectivement qu'il y a des espèces qui ont été ou qui sont un peu chassées, comme l'alouette, comme les ortolans, etc. Mais que toutes les espèces d'oiseaux communs de petite taille dégringolent de manière assez similaire. Et donc ça veut dire qu'il faut bien sûr regarder, surtout sur des espèces qui ont des longues durées de vie, comme les cétacés. Là, l'exploitation peut faire descendre assez vite les stocks. Sur des espèces qui se renouvellent plus vite, on a des taux d'exploitation qui sont possibles. Alors, je ne dis pas qu'on sait les calculer exactement, mais on peut gérer durablement des ressources qu'on consomme. C'est pas impossible. Oui, donc consommation de crustacés, d'insectes. Vous parlez de la chitosine, en fait, qui est une des composantes des squelettes des animaux marins et des insectes qu'on utilise maintenant donc, dans la lutte biologique ou comme donc éliciteur
dans les jardins potagers. Oui, alors ça, j'ai pas suivi. José Kroscoff était très actif sur ces éliciteurs pendant un moment, mais j'ai pas vraiment. Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus au fait de l'actualité dans ce domaine. Je sais qu'on en a beaucoup parlé pendant un certain temps, mais effectivement, ça fait partie. Là, j'ai donné 2 exemples avec les tests PCR et puis la rénicole, mais on pourrait faire une conférence complète sur tous les usages qu'on peut trouver de tout à fait inattendus. Je vous en donne un quand même que j'aime bien. dont vous avez peut-être entendu parler, qui est de stocker l'information sur de l'ADN plutôt que sur des puces à silicium. Vous savez qu'on peut effectivement, au lieu de stocker des 01, 01, 01, eh bien, utiliser les 4 lettres de l'ADN et puis synthétiser une molécule d'ADN en sachant ce que signifient les 4 lettres. Hein. Et nous, on est extrêmement fiers de dire que sur ma petite clé USB que j'ai mis là dans l'ordinateur, ben, je peux mettre la Bible. Autrement dit qu'avec les puces à silicium, on a atteint un niveau de concentration de l'information extraordinaire. Eh bien, pour vous donner un exemple, on estime qu'aujourd'hui, si au lieu de coder sur du silicium, on codait sur de l'ADN, toute l'information de tous les ordinateurs du monde tiennent dans une camionnette. Autrement dit, le degré de miniaturisation, il ne faut pas oublier effectivement que ce génome d'une espèce, il est compacté dans toutes les cellules, sauf certaines comme les hématies qui n'ont plus d'ADN. Mais ça veut dire que toutes les cellules, donc vous voyez la taille, stockent en interne, dans leur noyau, la totalité de l'information génétique, avec quelques modifications et autres. Bon. Et donc, ce qui veut dire effectivement que, mais ça c'est une parenthèse, que les organismes pluricellulaires, souvent les cellules se méfient encore en se disant peut-être qu'il faut mieux que je garde mon information pour moi, parce que c'est complètement stupide de ne pas faire confiance quand on est un multicellulaire en disant on ne va pas tous garder la même information. Bon, mais non, chaque cellule garde son information. Et donc le niveau de compassion, c'est ça. Et donc ça veut dire que par exemple la Bibliothèque nationale a commencé à numériser des documents sur ADN. Hein. Alors effectivement, les temps de synthèse et puis de relecture par séquençage sont beaucoup plus longs, donc c'est adapté à de l'information dormante. Hein, du type document, images, photos, etc. Mais on arrive effectivement, et bon, alors il faut voir, mais il y a des gens qui disent en 2030, le stockage sur ADN pour des applications comme ça de stockage longue durée. Et puis, si vous gardez votre clé USB dans un placard pendant 10 ans, vous avez quand même peut-être pas sûr de récupérer l'information. L'ADN dans une petite bille d'azote, et en une petite bille métallique remplie d'azote, 50 000 ans minimum de stabilité de l'information. Et donc ça veut dire que ce que les êtres vivants ont inventé, le stockage d'informations sur ADN, nous on est des apprentis avec notre silicium. Hein. Merci bien sûr pour votre intervention passionnante, très érudite. Toutefois, je note que, mais c'est volontaire parce que j'ai bien compris quel était votre angle d'attaque, si je peux dire ainsi, mais on ne parle pas du coup des questions autour du mode de développement économique de nos sociétés, du mode de transport, du mode d'alimentation, du mode de consommation, du mode de vie des uns et des autres, qui sont aujourd'hui les éléments destructeurs de l'environnement, qui sont les facteurs d'érosion de la biodiversité. Est-ce à dire que pour tenter de convaincre les uns et les autres, ce ne serait pas la bonne entrée que de l'approcher par ces constats objectifs qui sont faits aujourd'hui pour tenter de faire bouger les lignes? Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre, ou est-ce que je force le trait en disant ça? Et deuxième réflexion, est-ce que c'est pas très clairement sous l'injonction et la contrainte véritablement qu'on peut espérer faire bouger ces lignes? Parce que moi, ma conviction personnelle, c'est que aujourd'hui, la plupart des personnes ne sont pas prêtes à changer. On a vu les résultats pendant le confinement d'une nature retrouvée dans les villes, notamment au bout de 2 mois de confinement. Et alors là, par une contrainte tout à fait forte, on a vu les conséquences sur la biodiversité en ville. C'était absolument remarquable. Les uns et les autres ont redécouvert les oiseaux, les papillons, c'était tout à fait sensible. Les services ne travaillant plus, ne tondant plus, on a vu revenir toute une flore, des petites fleurs fabuleuses. Hein. Bon, ça a posé d'autres problèmes d'ordre sanitaire, d'ailleurs,
en lien avec le sujet graminé qu'on évoquera dans un futur Jardin de France d'ailleurs. Voilà un petit peu ma réflexion et vous faire réagir par rapport à cela. Ben c'est vrai que là je n'ai traité dans ma succession des 4 étapes, je n'ai traité que le début. Autrement dit, je me rends bien compte que puisqu'on a des partenariats avec des partenaires divers, des collectivités territoriales, des grandes ou des petites entreprises, etc., mais on voit bien qu'avant de commencer à leur dire, de discuter avec elles de qu'est-ce qu'elles pourraient faire, comment elles pourraient faire, etc., si on n'accroche pas, d'une certaine manière, déjà pour qu'ils s'intéressent à ça et qui voient effectivement un peu globalement qu'il y a des enjeux, ils vous écouteront poliment, mais d'une certaine manière, s'ils ne se sentent pas concernés par l'érosion de la biodiversité et s'ils sont dans une représentation mentale que de toute façon on arrivera toujours à se débrouiller et que ce n'est pas important de la conserver, vous pouvez leur raconter des trucs, mais c'est comme si vous leur parlez de quelque chose. Donc j'ai traité que le début, parce qu'effectivement on se rend compte que si on veut aller trop vite, en faisant l'hypothèse que les gens ont déjà en tête que c'était un vrai problème, eh bien, ça coule comme de l'eau sur une jambe de bois, quoi. Et donc, c'est un peu ça que j'ai essayé de montrer. Je crois qu'il faut être assez... Nous, dans nos partenariats avec des entreprises, nous, on dit, écoutez, on va causer, mais on s'y connaît un peu en biodiversité, mais on ne connaît absolument pas votre boulot. Et vous y connaissez peut-être pas beaucoup en biodiversité, mais c'est votre boulot. Donc, si on ne passe pas d'abord du temps à ce que vous expliquiez qu'est-ce que c'est votre travail, quelles que sont les contraintes, comment vous voyez le monde d'une certaine manière. Puis, bon, si on n'a pas ce temps de cohabitation avec non seulement le PDG, mais avec différents niveaux de responsabilité, quand on veut aller trop vite, en fait, c'est fugace, quoi. Donc, on a ce problème qu'on est bien conscient qu'il y a des choses urgentes, mais que dans une société démocratique, il faut laisser aux gens le temps de s'approprier les questions et de se faire une opinion pour savoir si c'est un vrai problème ou un faux problème, compte tenu qu'on leur dit tous les jours, comme disait Anne-Marie, qu'il y a un problème. Alors effectivement, au bout d'un moment, ils demandent un droit à l'inventaire. Bon. Ça rejoint le début de votre question, qui est une question fondamentale, mais qu'on se pose toujours dans les associations, c'est quel est le moyen qui permet de faire avancer les choses, hein? Est-ce qu'il faut pousser pour obtenir des règlements, des lois, etc. Est-ce qu'il faut aller devant les tribunaux pour faire respecter des textes? Est-ce qu'il faut convaincre? Est-ce qu'il faut accompagner? Et si vous avez la réponse, je suis preneur. Parce que c'est vraiment au cas par cas. Je ne l'avais pas, mais j'ai, grâce à vous aujourd'hui, des éclairages supplémentaires. Je vous donne un exemple pour mettre un peu de polémique polémique dans la salle. Les seuls pesticides dont l'utilisation a diminué, c'est ceux qui ont été interdits. J'ai tendance à me dire que là, on est bon. Par contre, les programmes d'action sur les nitrates, lentement mais sûrement, portent des résultats avec de la pédagogie, de l'accompagnement. Donc, il faut vraiment faire des analyses, éventuellement régionalisées. La question des algues vertes, par exemple, en Bretagne, n'est pas la même que les nitrates en Champagne. Bon. Voilà, donc, mais encore une fois, hein, comment on fait avancer les choses et même comment on évite qu'elles reculent parfois. Bon. Alors on peut faire des communiqués de presse, au moins comme ça on fait parler de soi, mais bon. Encore une question, ça sera peut-être la dernière, si tu veux bien, Bernard. Oui, Philippe Morel-Chevillet, à nouveau. J'ai lu qu'il y avait un projet de reconstitution d'une forêt primaire dans nos pays occidentaux, notamment entre la France et l'Allemagne, peut-être. C'est un projet porté, je crois, par Francis Allais. Et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez, d'une part en termes de maintien ou de reconstitution d'une biodiversité dans nos régions, et puis aussi le corollaire en termes de communication. Est-ce que ça serait l'occasion, alors sur le long terme bien sûr, de porter une communication presque touristique sur ce type d'entreprise?
Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est tout le courant qu'on appelle la libre évolution ou la naturalité, hein, dans lequel on dit il faut un certain nombre d'espaces dans lequel on ne va rien faire et on va regarder comment ça évolue. Et que par rapport effectivement à cette question des dérèglements climatiques, etc., le fait qu'il y ait plusieurs options possibles et qu'il faille les mettre en œuvre, observer et puis peu à peu apprendre en marchant, je pense que c'est raisonnable. Autrement dit qu'il ne faut pas rentrer dans des débats manichéens en disant c'est forcément mauvais ou forcément bon. Je prends l'exemple des forêts. Si vous décidez que 70 000 hectares, comme le voudrait Francis Allais, ne font plus l'objet d'aucune intervention, il n'empêche qu'il continuera à pleuvoir sur ces forêts, une eau de pluie chargée à 20 mg par litre de nitrate, enfin, ça dépend des endroits, mais enfin bon. Et donc les arbres recevant cette pluviométrie ne pousseront pas de la même manière qu'ils ne poussaient avant, effectivement, le développement des engrais azotés. Bon. Que cette forêt, même auquel on ne touchera pas, eh bien, va subir les réchauffements climatiques, donc avec les modifications, sécheresse et compagnie, et que les forestiers sont les premiers à dire qu'ils sont surpris par le fait que des essences dans ce qu'ils appellent des stations, c'est-à-dire des endroits où manifestement cette espèce est là depuis longtemps et est vraiment à son optimum écologique, eh bien, dans ces stations, par exemple, le dépérissement des épicéas avec les scolites frappe aussi bien les épicéas en station que les repeuplements qu'on a pu faire, etc. Donc, par rapport à ça, le fait de dire qu'on mettrait sous cloche une forêt à l'abri des interventions humaines, on supprimera certes les interventions d'exploitation, mais toutes les autres pressions qui s'exercent, j'ai cité l'exemple des bois pour la musique, vont continuer. Donc ce qu'on va voir, ce n'est pas une évolution, une libre évolution comme si l'homme n'était pas là, c'est une évolution dans laquelle l'homme cesse d'exploiter. Moyennant quoi, pourquoi pas, pour voir si effectivement, est-ce que l'exploitation l'arrêt de l'exploitation permet des choses intéressantes. Bon. Donc voilà, c'est ça qu'il faut. De même, les gens qui disent il faut des zones dans lesquelles des réserves de pêche dans lesquelles on va arrêter de pêcher, etc., pour voir effectivement si ça se régénère ou pas. On sait bien que si on se contente effectivement d'arrêter la pêche, mais qu'il n'y a pas d'autres mesures de protection, on l'a vu dans le cas du cabillaud, enfin l'effondrement des prises de morue, effectivement, ça ne régénère pas forcément. Donc voilà, c'est ça. À mon avis, dire que sur les 10 millions d'hectares ou un peu plus de la forêt française, on prend 70 000 hectares pour faire plaisir à Francis Allais, et s'il y a des gens qui veulent bien l'aider à acheter ces forêts, ça sera une expérience intéressante. Ce qu'il faut, à mon avis, mais là en tant que scientifique, ça serait plutôt d'avoir plusieurs forêts de ce type avec un suivi scientifique comparativement à d'autres, pour effectivement apprendre des choses, quoi. Mais il y a le même problème avec ce qu'on appelle les pépinières. Non, c'est pas le terme. Il y a des forestiers ici, non ? C'est pas les pépinières d'avenir, c'est les îlots d'avenir, ou il y a un truc comme ça, dans lequel on essaie effectivement des essences qui viennent de la partie sud de l'aire de répartition des espèces, voire des essences qui sont plus au sud, pour voir effectivement comment elles se comportent. Il y a des gens qui disent que c'est scandaleux d'introduire comme ça des espèces nouvelles. Je pense qu'il y a une place aussi pour cette expérience, puis voir si effectivement certaines espèces pourraient être des ressources intéressantes. Bien, je crois que... Non, il y a un monsieur... Non, vous vouliez poser une dernière question ? Il y a une migration des espèces végétales vers le nord, puisque le nord se réchauffe. Donc aujourd'hui, on peut cultiver toutes les espèces méridionales au nord de la France sans aucun problème. Alors, sans aucun problème, ça c'est effectivement toute la question. J'y ai fait allusion à propos effectivement de laisser les dynamiques se poursuivre. Effectivement, quand on regarde par exemple les vitesses de recolonisation après les glaciations, on voit bien à quel point tous les arbres forestiers ont reconquis. Bon.
Le problème, c'est quand même qu'une espèce qui va arriver du côté du boulevard périphérique ou l'autoroute A86, avant de passer du côté de Roissy, elle va quand même avoir un peu de problème, quoi. Donc il y a des problèmes quand même de continuité écologique qui fait que des espèces très mobiles comme les oiseaux, les papillons et autres pourront sans doute traverser. Il y en a d'autres. Vous savez par exemple qu'à la limite de l'Himalaya, on trouve encore les vers de terre qui étaient du côté eurasien et ceux qui étaient sur le triangle de la plaque indienne. Voilà, ils n'ont pas encore colonisé l'autre côté, alors que ça fait un petit bout de temps que les deux parties se sont réunies, quoi. Donc il y a des espèces aussi qui auront des problèmes. Merci à nouveau, vraiment un sujet passionnant dont on pourrait parler longuement, tellement longuement qu'il faut souhaiter que y revenir. Alors, je sais que votre emploi du temps est très très chargé. Ah oui, bon, je remerciais naturellement et j'évoquais, je formulais le souhait que peut-être, parce que le sujet est tellement passionnant et il y aurait encore beaucoup à dire, et puis d'autres développements qu'on pourrait partager ensemble, je formais le vœu que peut-être on puisse envisager de vous revoir. Et en tout cas, ce serait vraiment un grand plaisir pour nous. Vous êtes ici chez vous, monsieur, sincèrement. Et je sais que vous connaissez plusieurs personnes ici, hein. Donc je connais déjà le niveau d'affinité, d'acquaintance et d'amitié qui accompagne aussi tout ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose à laquelle nous sommes sensibles dans cette maison. En tout cas, grand merci pour vous témoigner aussi cette reconnaissance. C'est un petit geste, mais en tout cas, c'est avec sincérité que je voulais, et Yvette avec moi, pour la SNHF, vous remettre notre médaille, voilà, qui est une médaille de la SNHF. Alors, qui sera, elle ne l'est pas au moment où je vous la remets au nom de toutes et tous, mais elle sera gravée. Elle sera gravée. Elle ne l'est pas tout de suite, mais elle le sera, hein. Voilà, donc voici la médaille. Tenez, je vous en prie, et c'est avec plaisir qu'on vous la remet. Avec le portail qui a été endommagé, vous avez vu, le muret latéral gauche a été touché par un camion, je ne sais pas. Bon, bref, petite contrariété du jour. Bon, s'il n'y a qu'une contrariété dans la journée, ça va, sachant qu'il n'y a pas eu d'autres contrariétés jusqu'à présent. Mais c'est avec grand plaisir. Et pour vous dire également que, mais vous le saviez, elle est juste là, mais vous avez repéré qu'il y a une caméra, donc c'est enregistré, hein, ça a été enregistré, et ce sera diffusé sur notre chaîne YouTube, voilà, donc, où nous avons un visitorat très important. Je ne doute pas qu'il va monter encore à la faveur de cette insertion vidéo sur notre chaîne. Voilà, donc écoutez, grand merci. Et puis merci pour les questions qui ont été posées, et extrêmement intéressantes, qui ont permis de nourrir le débat. Et merci encore Yvette, merci beaucoup. Merci. Il faut cultiver notre jardin, il faut cultiver notre jardin. Et puis en vous écoutant aussi, parce que comme c'est Anne-Marie qui évoquait la situation sombre, qui nous pousse à peu d'optimisme, il faut bien le reconnaître. Mais on ne peut pas se résigner non plus. Voilà, et vous avez ici, individuellement et collectivement dans les associations, la nôtre, mais également toutes celles qui sont représentées ici, il y en a plusieurs. Je pense à Jacques Hennequin, d'Orthésia, je ne sais pas si elle est encore là, mais Elisabeth Dujardin, ah ben non, elle a dû repartir, mais elle était là ce matin, de l'association des auditeurs des cours du Luxembourg, de la ACL, et d'autres, bien d'autres, qui sont tous engagés dans ces questions pour la promotion de l'horticulture et, par voie de conséquence, de la biodiversité, bien évidemment. Voilà, donc ce sont des sujets dans lesquels nous sommes tous engagés, et avec vous et avec cette connaissance et cette passion qui vous guide, eh bien, cela nous pousse aussi à poursuivre. Donc, non seulement on ne se résigne pas, mais ça nous donne un petit peu d'optimisme, un optimisme vigilant, très vigilant toutefois, mais enfin
pas de pessimisme sombre. Et en effet, pour des jeunes, dont plusieurs sont ici, pour votre information, monsieur, ce sont, je me permets de le dire, pour les 2 plus jeunes qui sont là, 2 salariés, mais il y a d'autres jeunes là-bas. Et puis, ah oui, bien sûr, monsieur, ce sont 2 salariés de la SNHF qui travaillent sur le programme Jardiner autrement, qui est un programme extrêmement important de jardinage écologique, vertueux, bien avant la loi Labbé, bien avant les injonctions dont je parlais, mais qui toutefois, par la contrainte, mais par la pédagogie aussi que vous faites au travers du site, conduisent les jardiniers amateurs à modifier leurs pratiques. Merci encore. Merci.